Okay. הנה, אנשים מצטרפים. Oui, זה קופץ כבר. כן. זה לא ממש נוח שיש את הדבר הזה. שאי אפשר לבטל אותו בכלל, כאילו. אני מניח שעד 8 כבר כולם יצטרפו. כן. Gérard. כן. No, it's finished. Thank you. Donc, nous allons commencer dans 1 minute. Voilà. Erev Tov Lekoulam, bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux pour cette conférence que nous avons ce soir avec notre ami Shlomo Balzan que nous allons présenter dans quelques minutes. Alors, le prétexte de notre conférence ce soir, c'est effectivement l'ouverture mardi prochain du 38e congrès sioniste. À ceci de particulier que ce congrès sioniste sera pour la première fois dans l'histoire du sionisme un congrès virtuel, par Zoom lui aussi. Et voilà, donc nous continuons cette vie en Zoom, j'allais dire cette vie informelle et virtuelle que nous avons commencé il y a déjà de nombreux mois. Israël sort en début de semaine prochaine du confinement et la France probablement est en train d'y rentrer à petits pas. Alors, je ne peux pas me permettre de présenter notre conférencier ce soir. Moi, j'ai le plaisir de bien connaître sa vie puisque j'ai lu un livre qui s'appelle La Baume et la licorne, qui est à peu près l'histoire de toute sa famille, une histoire fantastique. Donc, la vie de Shlomo Balzan n'a pas encore été écrite, mais je pense que nous avons encore de bonnes années devant nous. Donc, moi, je dirais que Shlomo est un maître en éducation informelle. Et je ne sais pas d'ailleurs si... je crois que l'éducation informelle, c'est beaucoup plus que l'éducation formelle. C'est un éducateur né, un formateur, que toute personne qui est issue du mouvement de Genèse, de l'activité juive communautaire a connu. C'est un guide expert pour l'Europe de l'Est. Évidemment, c'est un spécialiste du monde aussi de la Shoah et de l'Holocauste. Et surtout un militant à vie de la cause du peuple juif. Je crois que tout ne peut pas être dit sur ce qu'il a fait, mais enfin, nous savons en grande partie qu'il a consacré sa vie, qu'il consacre encore sa vie à cette cause qui est notre raison de vivre à tous. Et donc ce soir, nous avons fait appel à ses connaissances historiques, à son amour du sionisme aussi, pour donc, à l'occasion de ce 38e congrès sioniste,
nous parler un petit peu des traces de Théodore Herzl. Théodore Herzl, une personne qui n'a pas vécu de longues années, mais qui a été un déclencheur très important d'un mouvement et d'un des rares mouvements, d'un des rares ismes, j'allais dire, du 19e et du 20e siècle qui est encore très actif et qui est en pleine réalisation, c'est le sionisme. Et voilà, donc je remercie évidemment les organisateurs de cette soirée, avant tout la directrice des programmes à Paris, Yasmine Mannheim, qui organise et qui vous donnera tout à l'heure la suite de notre programme pour dimanche, Naftali Lévy, notre co-organisateur du département des activités sionistes de l'Organisation sioniste mondiale. Et je veux vous dire, et vous êtes nombreux ce soir, et donc c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas ouvrir le microphone, vous avez une petite rubrique qui s'appelle Chat en bas au milieu de votre écran. Et donc je vous propose, je vous conseille, tout au long de la présentation de Shlomo, de nous mettre vos remarques, vos questions, vos questionnements, tout ce qui vous passe par la tête, évidemment, tout au long de la conférence ou bien à la fin de la présentation, nous pourrons transmettre ces questions à notre intervenant. Je vous remercie encore une fois et je passe la parole à Shlomo. Toda Rabba. Merci David, shalom à tous et bonne santé. Et beaucoup de livres ont été écrits sur la vie de Théodore Herzl. Il y en a un qui m'a particulièrement interpellé, c'est un des derniers livres écrits il y a quelques années par Georges Weiss, qui était un enfant caché en France pendant la Shoah. Georges Weiss, et il y a quelques années, il est médecin en Israël, à Jérusalem, et il s'est étonné que dans beaucoup de livres d'histoire, on présente Herzl comme un juif assimilé qui a découvert son judaïsme par l'affaire Dreyfus. Et il a dit, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Il y a un juif assimilé complètement qui, tout d'un coup, redécouvre son judaïsme. Et il a écrit un livre qui s'appelle Théodore Herzl, une nouvelle lecture, qu'on voit ici à l'écran, et dont je vais citer pas mal de passages. Georges Weiss s'est posé une question. Alors, c'est qui le vrai Herzl? Comment il a évolué? Alors, j'espère que ça va marcher. Tout commence à Budapest. Herzl naît dans une famille juive à Budapest, lui et sa sœur Claudine. Et il habite à Budapest avec ses parents Jacob et Jeannette. Et ils habitent la maison qui est juste à côté de la plus grande synagogue de Budapest, d'Orani, qui est une très très belle synagogue, ceux qui connaissent, 3500 places. Je crois que c'est la deuxième synagogue la plus grande au monde. C'est là-bas qu'il va faire sa bar mitzvah. Et il y a une plaque aujourd'hui qui montre où il est né. Budapest, c'est une ville très très belle. Il va grandir à Budapest, mais on va voir qu'il va grandir au début comme un petit enfant juif jusqu'au lycée, mais même après, il va grandir comme un petit enfant juif. En effet, il a des racines en Serbie, dans le petit village, le petit shtetl de Zemlin. Aujourd'hui, ça s'appelle Zemun. En Serbie, il y a encore une synagogue qu'on voit, qui était la même à cette époque-là. Il y a la tombe de la grand-mère de Herzl, Rivka Herzl, et surtout, le grand-père de Herzl, de Rivka, était un copain, a connu le rabbin Alcalay, dont on voit le bouquin à droite. Le rabbin Alcalay est un des premiers rabbins au milieu du 19e siècle, un peu avant la naissance de Herzl, qui appelle les Juifs à retourner sur la terre d'Israël. Il y a beaucoup de gens, bien avant Herzl, qui ont appelé les Juifs à venir s'installer en Eretz Israël. Et il est clair pour Georges Weiss que le fait que son grand-père a connu le rabbin Alcalay, c'est clair que peut-être dans son enfance, c'est ce que essaye de démontrer Georges Weiss, il y a eu une influence du shtetl de Zemlin, de la petite ville juive, communauté juive de Zemlin, où le rabbin Alcalay a parlé. Il est né à Budapest et je voudrais juste dire un mot sur Budapest. Budapest, pour moi, c'est une ville d'extrême. Pourquoi une ville d'extrême? Et c'est là-bas qu'il va grandir Théodore Herzl. Il va entendre autour de lui des débats. Alors, quels sont les débats qu'il y a à Budapest?
on est en Autriche-Hongrie, l'empereur François-Joseph a donné les droits aux Juifs. Donc, quand Herzl y naît, c'est l'amour extraordinaire entre François-Joseph et les Juifs vont se jeter dans l'Autriche-Hongrie, surtout l'Autriche, c'est-à-dire la culture allemande. Et effectivement, une grande partie de la population juive, on ne connaît pas exactement le pourcentage, mais certains disent jusqu'à 40%, 30%, vont se convertir au christianisme, veulent s'intégrer entièrement et se convertir. Et ça, c'est un fait historique. Et on va voir que ce fait historique va plus tard influencer beaucoup Herzl. Maintenant, il y a d'autres extrêmes. Il y a les néologues. Bon, donc on voit ici la très belle synagogue à côté de laquelle est né Herzl. Il habitait juste à côté. C'est une synagogue extraordinaire. Elle est néologue. C'est quoi les néologues? C'est une forme de réformés. En Allemagne, c'était les réformés. Là, ça s'appelle les néologues, qui veulent être surtout hongrois. On est d'abord hongrois et on va un peu réformer le judaïsme pour s'intégrer plus dans le monde moderne. Et je suppose que Herzl va entendre toutes ces discussions-là autour de lui. Mais il y a d'autres extrêmes. Alors, la photo à gauche, en noir et blanc, c'est le rabbin de Satmer, Yoel Tettelbaum. Ouais, qui est le rabbin de Satmer, et la Chassidut de Satmer, qui est hongroise, elle ne vient pas exactement de Budapest, c'est même d'un autre endroit de Satamári, qui est un peu dans le nord, mais ils vont devenir les plus extrémistes des extrémistes. C'est-à-dire, il y a des juifs qui vont vers la néologie, d'autres qui vont vers une Chassidut très très fermée, et jusqu'aujourd'hui, la Chassidut de Satmer est extrêmement anti-tout, anti-sioniste, est extrêmement fermée. Même ils ont été collaborés avec Dieudonné ou d'autres. C'est un cas extrêmement bizarre. Et Herzl va naître au milieu de tous ces extrêmes, de toutes ces explosions, se convertir, être un Hongrois néologue, être un chassid renfermé, il ne faut pas s'ouvrir au monde, et ça va beaucoup influencer Herzl. Herzl a une enfance géniale. Quand il est petit, il va au Talmud Torah, il va dans une école juive. Quand il arrive à l'âge du lycée, comme nous tous, moi je suis né à Paris, j'étais au lycée Jacques de Cour, mais j'allais au Talmud Torah. Il arrive à peu près la même chose à Herzl, même qu'il va changer de lycée, parce que dans un des premiers lycées où il habite, où il étudie, pardon, il va y avoir des actes antisémites et on va le faire passer dans un autre. Mais quand il est petit, il y a deux choses qui l'influencent beaucoup. Jules Verne, il est michiganais, il est complètement fou de Jules Verne, il adore Jules Verne, il est passionné par Jules Verne, il est passionné par ce qui se passe au canal de Suez, et quand il a 10 ans, c'est en 1870, il fait un plan, après avoir vu le canal de Suez, il fait un plan du canal de Panama. À l'âge de 10 ans, 11 ans, il commence à penser, mais pourquoi on ne fait pas tout le tour? On est obligé de faire tout le tour de l'Amérique pour arriver de l'autre côté d'un océan à l'autre. Pourquoi il n'y a pas un canal? Et le canal de Panama va être inauguré en 1905, un an après la mort de Herzl. Donc, il vit dans des rêves, même, c'est encore un truc incroyable, quand il a 15 ans à peu près, il est le patron dans son école, dans sa classe, d'un groupe de poètes, comme le film Le Cercle des poètes disparus. Et ben, il va créer un cercle de poètes. Ah, il a une condition quand même. La condition, c'est que c'est lui le patron. Il a 15 ans. Hein. Et il va créer un cercle de poètes. Et il vit dans des rêves extraordinaires entre Jules Verne, imaginer des canaux et ainsi de suite. Après le décès de sa sœur Pauline, qui va décéder à l'âge de 19 ans à peu près d'une maladie de tuberculose, toute la famille passe à Vienne. De toute façon, on était à Budapest, qui est l'Empire austro-hongrois, maintenant on va dans la capitale, à Vienne. Et toute la famille passe à Vienne, et là il va découvrir d'autres choses. La première chose qu'il découvre, il habite dans la rue Bergstrasse. Il commence à être étudiant. Lui va habiter rue Bergstrasse à Vienne.
mais à 200 mètres de lui, en face, lui, il habite au numéro 6, mais au numéro 19 habite un gars qui n'est pas encore très connu, qui s'appelle Freud, Sigmund Freud. Ils ne vont pas se connaître, mais ils vont avoir des liens. Par exemple, en 1902, quand Freud écrit son livre L'interprétation des rêves, il envoie le livre à Herzl. En 1902, 2 ans avant la mort de Herzl, il lui dédie un livre et il marque dans la dédicace avec le respect que je porte, comme beaucoup d'autres, depuis des années aux poètes et aux défenseurs des droits de notre peuple. Freud a beaucoup admiré Herzl. Ils ne se sont pas rencontrés. Freud a rencontré le petit-fils le fils de Herzl, Hans, qui avait beaucoup de problèmes psychologiques, on va voir plus tard, et il s'est occupé du fils de Herzl. Mais Freud et Herzl ne se sont jamais rencontrés, mais ils habitaient dans la même rue. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup plus tard, beaucoup de gens vont comparer Herzl à Moïse. Même il y a une synagogue à Francfort où on voit un vitrail où on voit Moïse représenté vraiment avec la tête de Herzl. Et le plus marrant, c'est que Freud va effectivement aller écrire un livre sur l'homme Moïse et la religion monothéiste. Et les comparaisons entre Herzl et Moïse vont revenir très souvent. Par exemple, j'ai dit au début que Georges Weiss était étonné qu'on prenait Herzl pour un assimilé, mais Moïse était un prince égyptien, un enfant trouvé par une princesse. Il a grandi comme un prince égyptien et il découvre son peuple. Il est sorti vers son peuple quand il a vu l'esclavage des Juifs. Et il y a beaucoup de points communs entre Herzl et Moïse qui vont être développés dans beaucoup d'ouvrages. À Vienne, il est coincé entre beaucoup de choses qui se passent autour de lui. Il est étudiant en droit, il veut étudier le droit, ça n'intéresse pas tellement d'ailleurs, mais il étudie le droit et il découvre, le romantisme, les idées romantiques du 19e siècle qui vont beaucoup l'influencer, pas seulement les livres de Jules Verne, mais des trucs comme Victor Hugo. Victor Hugo, d'ailleurs, va vraiment se battre pour les libertés du peuple juif. Victor Hugo va créer un comité d'action pour les Juifs persécutés en Russie tsariste. C'est incroyable. Et alors, pourquoi il découvre quoi? Il découvre le romantisme, mais il découvre également l'antisémitisme. Un des maires élus par une fraction antisémite, une ligue antisémite à la mairie de Vienne, c'est Karl Lueger. Karl Lueger est un antisémite. Karl Lueger, par exemple, va appeler Budapest Judapest. Parce qu'il y a un moment, il y avait 30% de la population de Budapest qui était juive. Et Karl Lueger va jeter l'expression, c'est pas Budapest, c'est Judapest. C'est un antisémite, il a encore des rues et des statues, mais Herzl va découvrir, quand il est étudiant, Eugène Düring, la question juive. Alors Eugène Düring, c'est le grand idéologue de l'antisémitisme qui va servir de base ensuite aux nazis, et il va le lire. C'est-à-dire qu'il est dans le coup, il découvre l'antisémitisme, il est au courant de l'antisémitisme, il a des racines juives, il a entendu parler. Bon, il n'est pas juif orthodoxe qui tient toutes les mitzvot, mais c'est un juif normal, entre guillemets, mais il voudrait vraiment s'intégrer dans la culture viennoise, dans la grande culture allemande. Il est un étudiant engagé, il appartient à un groupe d'étudiants, ce n'est pas un groupe juif, c'est un groupe qui s'appelle Albia, qui est pour glorifier la culture de langue allemande. Personne ne sait que la langue allemande va bientôt s'écrouler dans un nouveau langage nazi, mais au début, il est dans Albia et on lui donne même
un surnom, et le surnom qui est choisi sans doute par les membres de Albia pour lui, parce qu'on a des surnoms, c'est un groupe d'étudiants on a un nouveau nom, alors il s'appelle Tancred. On lui donne le nom de Tancred. Qui était Tancred? Un des chefs des croisés qui libèrent Jérusalem. Alors c'est bizarre, est-ce que c'est lui qui a choisi? Est-ce qu'on lui a donné? George Weiss dit qu'on ne sait pas, on n'a pas trouvé de source, mais il y a un truc qui l'influe beaucoup. Et il dit comme ça, il y a beaucoup d'antisémitisme. Il va quitter Albia à cause de l'antisémitisme parce que Albia va faire une soirée pour Wagner, qui était extrêmement antisémite. Et lui, il dit, il y a une solution contre l'antisémitisme. Il faut provoquer en duel, ça c'est une idée romantique, on va provoquer en duel des antisémites et on va se battre avec eux. Alors, il y a un Français qui va prendre ça, un officier français de l'armée française, s'appelle Mayer, qui va prendre l'idée, qui va provoquer en duel un officier antisémite de l'armée française. Malheureusement, Mayer va être abattu pendant ce duel. Il y aura un énorme enterrement. Mais il voit les choses d'une façon très bizarre. Un duel va rendre l'honneur du peuple juif. Se battre en duel. Et il vit encore dans un univers très juif, très romantique. Et alors, son modèle à cette époque-là, il en parle beaucoup dans son journal, c'est Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli, maintenant, pourquoi ça va être son modèle? Pas en tant que juif, mais en tant que juif international. Il joue un rôle dans la scène internationale. Maintenant, il ne s'intéresse pas aux études de droit, il s'intéresse à l'écriture et il va se jeter sur le théâtre. Maintenant, il faut bien comprendre que Herzl, c'est un homme de show, de présentation. Et il va écrire des pièces, il va écrire 11 pièces de théâtre. Et une des pièces qui vient d'être traduite en français il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Le Nouveau Ghetto, ça c'est incroyable, bien avant l'affaire Dreyfus, il met en place une pièce de théâtre dans laquelle il y a eu 7 ou 8 personnages. Alors c'est qui les personnages? Il y a un juif qui veut se convertir, il y a un juif qui ne sait pas comment régler tout le problème des juifs et qui va se suicider, il y a un rabbin. Il fait tout un débat sur scène de tous les problèmes qu'ont les juifs dans une recherche d'identité. Et dans le Nouveau Ghetto, dans le dialogue, on demande à celui qui veut se convertir, mais pourquoi tu veux te convertir? Et le personnage dit, si je me convertis au christianisme, il n'y a plus de problème juif, il n'y a plus rien. Et dans son journal, Herzl va beaucoup parler de ça, que peut-être effectivement, on laisse tout tomber, allez, on se convertit, c'est peut-être la solution. Et il décrit une scène comme quoi tous les juifs de Vienne vont aller à l'église Saint-Stéphane à Vienne et tout le monde va se convertir. Évidemment, il faut le lire en deuxième lecture, pas au deuxième degré. Et il parle d'une façon ironique, quoi. Vous pensez vraiment que c'est une solution d'aller tous se convertir et on va faire ça? Et les pièces de théâtre vont être jouées même à Vienne, mais il ne va pas avoir un grand succès. La critique va être donc, il va moins écrire pour le théâtre. Par contre, il va se jeter, comme il écrit pas mal non plus, le journal, la Neue Freie Presse à Vienne, qui est un des plus grands journaux du monde à cette époque-là, comme le Time Magazine aujourd'hui, va lui demander, toi, tu écris bien, tu présentes bien, tu vas être journaliste, et il va commencer à écrire et écrire. Il va être très connu comme journaliste de la Neue Freie Presse et on l'envoie à Paris. Alors à Paris, c'est incroyable, il va habiter rue Monceau, au 8 rue Monceau, en face du musée qui est aujourd'hui Nissim de Camondo. Il va habiter là-bas rue Monceau, mais alors là, il va se la jouer. Herzl va se la jouer et il devient un journaliste et à Paris, il fait partie de tous les salons. Il connaît tout le monde et tout le monde le connaît. Il connaît Rodin, il connaît Dumas, Alexandre Dumas fils, il connaît Zola,
il connaît Jaurès, il connaît Poincaré, il connaît Proust, il connaît même Alphonse Daudet, qui va lui donner beaucoup de conseils, bien que Alphonse Daudet soit un peu antisémite sous les bords. Et il va à la synagogue. Quelle synagogue? Alors, il ne vient pas tous les jours, hein, il ne va pas au Minyan tous les jours, mais il va à la synagogue rue de la Victoire, mais il est impressionné par une pièce de théâtre bien avant les événements qu'on va voir, qui est de Alexandre Dumas-Fils, qui s'appelle La femme de Claude. Et dans la pièce de théâtre La femme de Claude, Alexandre Dumas-Fils fait intervenir des Juifs, parle également d'antisémitisme, et il fait une idée, peut-être qu'un jour les Juifs reviendront dans leur patrie ancestrale. Et cet Alexandre Dumas-Fils va avoir également une influence sur Herzl. On parle du retour sur la terre d'Israël. Il n'en est pas encore là, mais on va voir comment petit à petit, il est dans une bouilloire et petit à petit, les idées commencent à... Alors arrive l'affaire Dreyfus. Ce qui a impressionné le plus Herzl dans l'affaire Dreyfus, ce n'est pas l'affaire Dreyfus. Bien sûr, l'affaire Dreyfus est importante, le fait qu'il soit innocent, qu'on dénonce un juif innocent, mais il est surpris de l'explosion antisémite autour de l'affaire Dreyfus. Des caricatures, le traître, il est représenté comme un serpent, le juif qui veut s'emparer du monde. Et il y a une propagande antisémite incroyable. Il va plus être frappé, parce il s'occupe déjà d'antisémitisme, mais il va être très, très frappé des réactions antisémites autour de l'affaire Dreyfus. Bien sûr, l'affaire Dreyfus est importante, mais le catalysateur, c'est ce qui se passe autour de l'affaire Dreyfus. Et alors, il va à l'hôtel de Castille, rue Cambon. Alors, je suis très fier de vous montrer la plaque qui est aujourd'hui à l'hôtel de Cambon, parce que quand j'étais un des patrons du Bnei Akiva en France, j'étais un de ceux qui ont mis la plaque. Et la plaque a changé de place d'ailleurs, parce que le directeur de l'hôtel n'était pas tellement content qu'on mette une plaque. Alors, à côté de la porte, donc on l'a mis à peu près 2 mètres au-dessus. C'est un peu plus dur à voir. Et donc, il habite là. Quand il est cette fois-ci à Paris, il habite plus rue Monceau, il habite rue de Cambon, à côté de la rue de Rivoli, pas loin des Tuileries où il va écrire souvent. Et il va écrire un livre qui s'appelle L'État juif, Judenstaat. Alors, je vais vous dire un truc. L'État juif, le livre qu'il va écrire, qui est un livre très, très, très pratique. Il n'y a pas tellement de trucs idéologiques. Il y a même une phrase dans laquelle il dit comment les Juifs vont faire leur alia en Israël, par train, 1e ou 2e classe. Okay, il est extrêmement pratique. Il faut qu'on s'organise. Et il décrit des choses extrêmement, extrêmement pratiques. Ce n'est pas un grand discours idéologique. Il y a des choses extrêmement touchantes, mais c'est très, très pratique. Maintenant, dans la communauté juive, on ne lit pas tellement l'État juif, mais qui va commencer à lire l'État juif? Les non-juifs. Herzl, il est connu quand même comme journaliste. Il est connu partout. Enfin, il est dans tous les milieux, il est dans tous les salons. Il va à l'Assemblée nationale en tant que journaliste. On le connaît, on a vu qu'il connaissait. Et les gens commencent à lui faire des remarques, mais surtout le monde non juif. Et le monde juif, il n'y a pas une réaction énorme. La réaction va venir petit à petit dans le monde juif. Et alors, il va commencer à courir et à courir et à courir. Il va voir Hirsch, le baron Hirsch, il va voir Rothschild, il va voir des rabbins, et il court de pays en pays. Il ne voit plus sa famille, on va en parler tout à l'heure, et il organise le premier congrès sioniste à Bâle en 1897. Mais le premier congrès sioniste à Bâle, alors c'est très émouvant, extrêmement émouvant. Un de ses premiers discours, c'est « Nous revenons à la maison ». Nous revenons à la maison. Mais il n'est pas le premier à avoir dit ça, il y a d'autres qui ont dit ça avant lui. Mais le fait qu'il le dit,
et la façon dont il va le dire va avoir un effet incroyable. Pourquoi? Parce qu'il oblige tous les délégués, il y a 206 délégués venant de 16 pays. Il faut bien comprendre que organisé en 1897, alors qu'il n'y a pas de téléphone et qu'il n'y a pas de WhatsApp, organisé que des gens viennent de 16 pays, 206 délégués de 16 pays vont venir se réunir à Bâle, c'est extraordinaire. Mais il oblige les gens, et ça, il va mettre il va taper sur la table, on est obligé de venir en queue de pie, en costard, en costume, avec une cravate blanche, bien habillé, avec des beaux chapeaux, et il va inviter beaucoup de journalistes. Et ce premier congrès sioniste, qui va avoir un effet dans le monde juif, mais surtout sur le plan international. Et le programme de Bâle, c'est-à-dire on va créer, on décide de créer un État juif sur la terre d'Israël, qui est à ce moment-là l'Empire ottoman, il n'y a pas encore le mot Palestine d'ailleurs, ça va venir petit à petit, et il oblige les gens. Non, pourquoi? Et Dr. Sim Epstein, l'historien, dit, ça il savait faire, ça c'est un show. Alors dans le casino, en fait c'est un théâtre qui s'appelle le Casino, que j'ai visité et que je fais visiter avec des groupes, c'est très émouvant d'être là-bas. Il va créer l'organisation sioniste mondiale et le programme de Bâle, on va trouver un moyen pour. Mais le point est le point international. Le point est dire que maintenant, on ne va pas rester entre nous, à discuter entre nous, Roveve Tzion, tel parti, tel truc, telle sorte de juif. Non, il faut être enfin sur la scène internationale. Il y a un point très émouvant, là c'est la synagogue de Bâle. Juste avant le congrès, il y a un Shabbat, et il va à la synagogue Shabbat, il va monter à la Torah, et il va dire dans son journal qu'il a eu plus peur, il a répété dans sa tête les brachot, les bénédictions qu'on fait quand on monte à la Torah, il avait plus peur, il était plus ému de monter à la Torah, à la synagogue de Bâle, que de parler au premier discours où vraiment c'était très, très émouvant. Alors, quand j'ai dit en quoi il est spécial Herzl, il y a plein d'autres gens. Pinsker a écrit Auto-émancipation. Il n'avait pas lu Herzl. Il a écrit bien avant Auto-émancipation. Et Herzl a dit, si j'avais lu, je n'aurais pas écrit l'État juif. Et il y a plein de groupes qui vont s'appeler plus tard le Mizrahi, il y a Hadam, Jabotinsky va créer bien après, et il y a Borokhov. Jabotinsky va être un des derniers, va rencontrer un des derniers congrès, mais Jabotinsky va créer ce qu'on appelle les révisionnistes bien après, dans les années 1920. Alors pourquoi il est un peu déconnecté il y avait déjà des grands débats. En plus, ce qui va arriver, c'est que les deux grands partis qui vont apparaître au fur du temps, c'est le Mizrahi et le Tnuat Avoda, c'est-à-dire la gauche socialiste autour de Borokhov et le Mizrahi autour du Rav Reines et plus tard du Rav Kook. Alors, qu'est-ce que la spécialité de Herzl? La spécialité de Herzl était, très vrai, il faut sortir de la boîte pour être sur la scène internationale. Et ce que lui, il tape sur la table, et Jabotinsky et Begin vont adopter ça beaucoup plus tard, c'est la charte internationale. Il faut être reconnu du point de vue international, pas seulement s'occuper entre nous. Maintenant, il y a autre chose. C'est Dr. Sim Epstein parle de ça, qu'il y avait le sionisme pratique. C'est quoi le sionisme pratique? Aller faire une moshava, un kibbutz, encore s'installer en Eretz Israël, créer encore un petit village, venir encore un petit groupe. Ça, il reconnaît que c'est bien, mais il faut être sur la scène internationale. Et il voyage, et il voyage, et il voyage. Alors, on va voir Paris, Londres, Bâle, Vienne, Constantinople. On va voir un peu tous les voyages
qui va faire, il n'arrête pas de bouger, il ne voit pas ni sa femme ni ses enfants, ça va lui coûter cher. Il rencontre les grands. Alors ça, c'est un des points les plus essentiels. Qu'est-ce qui lui donne la force? Lui, qui n'est rien du tout en fait, qui vient de débarquer en gros dans la politique juive, qu'est-ce qui lui donne la force d'aller rencontrer tous les grands et pourquoi les grands le rencontrent? Alors il va rencontrer le pape Pie IX, il va rencontrer Victor Emmanuel, le roi d'Italie, et il va surtout, et ça c'est incroyable, être reçu. Bon, il ne va pas être reçu directement, ça va prendre du temps, mais il va se faire recevoir à la cour du sultan de l'Empire ottoman, Abdul Hamid II, pour lui dire « Donne-nous Eretz Israël ». Et il dit une phrase incroyable. Ça paraît incroyable. Écoute, moi je suis l'organisation sioniste, on va te payer toutes les dettes, tout le déficit qu'a l'Empire ottoman, nous les Juifs, on va payer. Un culot incroyable, mais c'est un show. Il s'est présenté, journaliste, homme de théâtre, et tout est présenté comme vraiment une scène de théâtre incroyable. Il rencontre des gens célèbres, il va rencontrer Georges Clemenceau, qui va dire de lui, de Herzl, c'était un homme de génie, à ne pas confondre avec un homme de talent. Un homme de talent, il y en a plein qui savent faire telle chose. Mais un homme de génie extraordinaire, ça c'est ce que dit Georges Clemenceau. C'est-à-dire qu'on a un Herzl c'est pas Nahum, c'est pas Sokolov, c'est pas Ahadam, c'est pas les autres, c'est autre chose. Et il a un culot incroyable. Il représente qui en fait? Alors après le premier congrès sioniste, il y a une organisation sioniste mondiale qui peut dire qu'il représente le peuple juif. Mais est-ce que vraiment il représente le peuple juif? Eh bien, il est reçu chez tout le monde comme le représentant du peuple juif, y compris, c'est ce qui va tout changer, par l'Angleterre. Alors, en 1898, il vient enfin visiter la terre d'Israël. Il va rester 10 jours, seulement 10 jours en Israël. Alors, pourquoi il vient en Israël? Il ne vient pas d'ailleurs en Israël pour visiter. Il va visiter parce qu'il est venu. Alors, pourquoi il est venu? Il est venu parce que l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, il l'a rencontré à Constantinople. C'est incroyable, il a rencontré l'empereur d'Allemagne à Constantinople, il lui a parlé, il lui a dit qu'il parlait avec le sultan et que peut-être que ça serait bien d'arranger tout ça. Et Guillaume lui parle et lui dit, tu sais quoi? Après Constantinople, moi, Guillaume, empereur d'Allemagne, je vais voir les Allemands qui sont les Templiers, ce qu'on appelle ceux qui sont installés en Israël, sur la terre d'Israël. Viens, on se rencontrera à Jérusalem. Et Herzl va venir en Israël et il va rester 10 jours. Maintenant, la photo à droite où il rencontre l'empereur Guillaume est un Photoshop. Okay? C'est un montage parce que ça n'avait pas bien marché. Donc, ils ont pris une photo d'Herzl, une photo de l'empereur Guillaume et on a refait un montage bien après. Mais il rencontre Guillaume. C'est incroyable. Alors, il va rester en Israël uniquement 10 jours. Maintenant, ce qu'il va penser d'Israël dans son journal, d'abord, il va finir de lire Rome et Jérusalem de Moshe Hess, un grand sioniste socialiste avant, qui raconte les relations entre Rome et Jérusalem et qui a en fait tout un livre. Il va le lire pendant ce voyage et il va découvrir des endroits incroyables. Il va parler beaucoup de la vue du mont des Oliviers, de la vue de la citadelle de David, Migdal David, dans la vieille ville de Jérusalem, et il va parler du Kotel. Le Kotel, à ce moment-là, le mur des lamentations, c'est une toute petite ruelle, nauséabonde, et Herzl, il ne va pas raconter ce qu'il voit, il va raconter ce qu'il doit être, ce qu'il voit dans l'avenir. Alors, il est à côté du Kotel, il est ému, mais il est surtout gêné par l'odeur nauséabonde qu'il y a. Il dit là, on va détruire, on va construire des égouts, et là, on va enlever tout le chouk là, un peu bizarre derrière qui est nauséabond,
et on va créer des bâtiments d'habitation pour la population ouvrière juive. C'est-à-dire que quand ils voient Jérusalem, ils ne voient pas Jérusalem, ils voient Jérusalem dans l'avenir. Il va être dans 3 endroits où il va découvrir les Chalutzim. Il va visiter Nes Siouna, Rishon LeZion et Rehovot. Donc j'ai mis des photos plus ou moins anciennes. Et c'est vrai qu'il va être emballé, il va être ému. Mais il va dire, mais il faudrait construire comme ça, comme ça, comme ça. Et là, ça doit être. Et il décrit l'avenir. C'est-à-dire que dans son journal, il ne va pas seulement décrire ce qu'il voit, mais il décrit ce qui doit être. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Notamment, il va écrire en 1902 un roman prophétique qui s'appelle Alt Neuland, le pays ancien nouveau. Alors là, c'est clair que Jules Verne l'a complètement transformé. Le livre va être traduit en hébreu, il va être traduit en yiddish, ce qui est important parce que s'il a été traduit en yiddish, c'est-à-dire que Herzl commence à intéresser beaucoup de gens. Le nom de Herzl commence, on va voir pourquoi, commence à être répandu un peu partout. Le livre va s'appeler en hébreu Tel Aviv, et quand on va vraiment créer Tel Aviv, au début ça s'appelle Ahuzat Bait, en 1909, eh bien on va l'appeler, d'après le livre de Herzl, Tel Aviv. Bon, le livre raconte l'histoire de 2 personnages, un qui est complètement désespéré, qui dit j'en ai marre, un juif qui dit j'en ai marre de l'antisémitisme, de tout, je vais dans une île déserte. Et se joint à lui un non-juif qui est misanthrope, qui déteste l'humanité, et il n'y a rien à sortir. Mais alors, ils prennent le bateau, ils passent par la Palestine, enfin, par Eretz Israël, et ils visitent, et là, il décrit ce que lui, Herzl, il a vu. C'est nauséabond, c'est pauvre, il n'y a rien, c'est complètement foutu. Alors, ils quittent, ils vont dans une île, ils reviennent 20 ans après. Et 20 ans après, tout d'un coup, ils découvrent Haïfa, il décrit Haïfa avec des téléphériques et des trucs extraordinaires. Et il décrit Jérusalem, que le temple est reconstruit, c'est devenu le palais de la paix pour le monde entier. C'est un prophète, il écrit ça en 1902. Et petit à petit, Herzl, il continue à tourner dans toutes les communautés juives. Et là, je peux vous dire, quand il arrive à Sofia en Bulgarie, et quand il va arriver à Vilna, dont je vais parler maintenant, il est reçu quasiment comme le Messie. Les communautés juives, Herzl vient, des milliers de juifs, petit à petit, le nom de Herzl est connu de plus en plus, à cause pas seulement de la presse juive, mais également de la presse internationale. Il y a un monsieur Herzl qui rencontre tout le monde, qui est reçu par le pape. Et quand Herzl est reçu par le pape, il refuse le protocole. Quand tu viens voir le pape, on lui dit tu dois te prosterner, c'est-à-dire baisser la tête devant le pape et lui baiser la main. Et Herzl refuse de faire ça. Il reste debout face au pape, il ne se prosterne pas, il lui laisse pas la main et il le dira plus tard que quand il a fait ça, il a pensé au roman Rome et Jérusalem de Moshe Hess. Ah, tu vois, Rome, un jour vous étiez notre patron, ben voilà, maintenant je me tiens devant toi, égal à égal, et je me tiens debout. Il arrive à Vilna en 1903, un an avant sa mort, et il va monter sur le balcon qui est là aujourd'hui. J'amène beaucoup de groupes là-bas, il y a une plaque où il y a marqué que sur ce balcon, Herzl a parlé à la population juive de Vilna, il a accueilli comme le Mashiach. Maintenant, pourquoi il est venu à Vilna? Il est venu à Vilna pour rencontrer les dirigeants russes du tsar. Pourquoi? Parce qu'en 1903, la même année, il y a le fameux pogrom de Kishinev qui va déclencher chez beaucoup de gens. Bialik a écrit un poème terrible sur le pogrom de Kishinev, mais Herzl vient proposer au tsar, enfin, au ministre du tsar, l'émigration. Voilà, on va créer un pays et il n'y aura plus de problèmes juifs, il n'y aura plus de pogroms, et les juifs l'accueillent vraiment comme le Mashiach. C'est incroyable. Et on est un an avant sa mort,
il est déjà très épuisé, très malade, et il continue à tourner, à tourner, à tourner. Tout d'un coup, l'Angleterre est sur le coup. Maintenant, à qui l'Angleterre va parler? Eh bien, à Herzl, pas parce que on lui court après. Lui, il court après les Anglais, il va être reçu par Chamberlain et on va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Il dit, maintenant que vous, les Anglais, vous préparez à changer la politique, et c'est ce qui va se passer après la Première Guerre mondiale, bien après, est-ce que vous pouvez nous proposer un territoire, nous convaincre le sultan? Elle dit, ça, on ne peut pas faire, mais on peut réfléchir. On a un grand empire, on va te proposer quelque chose, et il propose l'Ouganda. Alors, l'Ouganda, ça va être un problème terrible au 6e congrès. Pourquoi l'Ouganda? Alors, il y a beaucoup qui ont dit, vous voyez que Herzl, il était passionniste, il voulait l'Ouganda. Alors, je vais vous dire que Herzl a beaucoup été impressionné par les programmes territorialistes de beaucoup de Juifs, notamment de Zangwill. À la même époque, le baron Hirsch commence à installer en Argentine des milliers de réfugiés juifs de Russie qui vont créer en Argentine des régions entièrement juives. Comme il y a une ville aujourd'hui qui s'appelle Mosesville, il y a des noms en yiddish. Okay? Alors, et il va dire peut-être que l'Ouganda, qu'il peut être un territoire pour se préparer à une certaine autonomie. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, je tiens à vous le dire, il y a beaucoup de juifs dans le monde qui pensent à des autonomies juives, à Borough Park, okay, ou le Marais, le Plessis. Okay, il est bon, on va vivre dans un pays étranger, mais entre nous, en autonomie. Il y a d'autres minorités qui l'ont fait exprimer d'une façon beaucoup plus forte, comme Georges Bensoussan en parle dans Les territoires perdus de la République. Mais quand on lui propose l'Ouganda, c'est juste après le pogrom de Kishinev, et lui, il dit, on est obligé, peut-être que... Et Max Nordau va l'aider en trouvant la formule, c'est un asile de nuit. Mais c'est vrai que l'idée d'une autonomie juive, d'un territoire juif, en attendant, dans le Congrès, ça a fait un scandale terrible, il y a des gens qui ont éclaté en sanglots, Herzl nous trahit. En fait, il a proposé juste, pas du tout l'Ouganda, il a proposé qu'on envoie une équipe en Ouganda pour vérifier. Okay? Et il voit des gens qui s'assoient par terre, qui éclatent en sanglots, et Herzl va crier en hébreu, Im eshkacher Yerushalayim tishkach yemini. Si je t'oublie au Jérusalem, que ma main droite se dessèche. Et effectivement, il y a des études à faire sur les idées de territoire. Jusqu'aujourd'hui, dans les communautés juives, il y a des débats. Ceux qui sont passionnés, bon, on va faire une communauté juive, on va vivre en Amérique, c'est un peu comme ça. Il y a d'autres coins. C'est très curieux, cette histoire du territorialisme. Le plus marrant, c'est qu'aujourd'hui, en Ouganda, il y a un truc pour des réfugiés et pour aider des gens d'Afrique qui sont très malheureux, ça a été créé par Israël. Donc, on voit ici des gens, aujourd'hui, en Ouganda, qui, avec un petit drapeau israélien, c'est un retour très curieux. Par exemple, ça j'ai bien connu, j'étais au Birobidjan, les soviétiques ont créé dans les années 30 une région autonome juive au Birobidjan, qui existe encore maintenant d'ailleurs. Tout est marqué en russe et en yiddish. Et quand vous arrivez, il y a marqué en yiddish, j'avais organisé des séminaires là-bas après la fin du communisme, mais c'est toujours il n'y a plus de juifs là-bas. Mais il y avait une idée, peut-être qu'une autonomie juive, maintenant, chez Herzl, c'est clair que c'est un asile de nuit avant de se préparer à monter en Herzl, peut-être que les Anglais. Mais l'idée de Herzl, c'est pas tellement l'Ouganda, c'est de rester sur la scène internationale et de continuer le dialogue avec les Anglais. C'est ça le point de Herzl. Il y a une levée de bouclier contre Herzl incroyable quand ça commence vraiment à prendre l'idée du sionisme. Le rabbi de Lubavitch, Shalom Ber Schneerson, déclare le projet que les sionistes ont fomenté n'aboutira jamais. Leurs efforts, leurs intrigues ne serviront à rien contre la volonté de Dieu.
C'est curieux de le lire aujourd'hui. Bon, ils ont changé beaucoup d'avis depuis, mais c'est marrant de voir cette phrase-là. Shalom Cohen, le grand rabbin de la communauté libérale, réformée. Le sionisme politique est une folie spirituelle dangereuse. Ce mouvement ne réussira jamais en Hongrie. Aussi bien les orthodoxes que les libéraux sont unanimes à penser qu'il n'existe pas de nation juive. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des débats sur qu'est-ce que c'est que l'identité juive et la nation juive. Alors maintenant, je vais commencer à terminer. La famille de Herzl, c'est une histoire triste. Julie, sa femme, va décéder dans la démence. Paulina va également être dans un hôpital psychiatrique à Bordeaux où elle va décéder. Hans, son frère, le fils de Herzl, va se suicider. Hans, en plus, il s'est converti plusieurs fois. Il a quitté le judaïsme il va revenir après, mais il va aller au catholicisme, au protestantisme. Trude, la troisième fille de Herzl, Margaret Trude, elle va grandir, elle va se marier avec quelqu'un de 25 ans plus vieux qu'elle. Neumann, ils vont habiter à Vienne et ils vont être déportés pendant la Shoah au camp de Theresienstadt où ils vont être assassinés. Mais Trude va avoir un fils, Stéphane, le petit-fils de Herzl, qui, lui, ils vont le faire passer en Angleterre dans les années 30, avant le début de la guerre. Il va faire des études en Angleterre. Il va être soldat britannique. Il va être envoyé en Amérique comme agent de liaison. Et il va se suicider en Amérique en 1946 quand il va découvrir l'étendue et on prête à lui, mais on ne sait pas sûr qu'il aurait dit pourquoi on n'a pas écouté mon grand-père, pourquoi on n'avait pas écouté mon grand-père. Donc c'est une histoire très, très triste. Entre parenthèses, quand Hans se convertit, eh bien, c'est la même histoire avec Moïse. Les enfants de Moïse, Eliezer et Gershom, ont mal tourné, notamment Gershom, qui est devenu complètement idolâtre. Il y a eu beaucoup de grands dirigeants qui ont vu leurs enfants partir dans d'autres directions. Et c'est ce qui arrivait. Mais il n'était jamais à la maison. Les enfants n'ont pas vu souvent, sa femme n'a pas vu souvent. Il s'est consacré à sa cause, à la cause sioniste tout le temps. Pour terminer, dans son livre Alt-Neuland, Pays Nouveau-Ancien, il écrit, il y a une expression terrible de l'avenir, un jour on finira tous par porter l'étoile jaune. Il écrit ça en 1898-99. En 1903, il écrit une lettre à un député du Parlement hongrois. Je ne spécule pas la souffrance des gens, mais les Juifs hongrois n'échapperont pas à leur destin plus cruel qu'il se sera fait attendre. Il n'y a pas d'abri contre la haine d'Israël. C'est incroyable ces phrases prophétiques. Et aujourd'hui, à Budapest, le long du fleuve, le Danube, qu'on appelle le beau Danube bleu, mais qui est devenu le grand Danube rouge, des milliers et des milliers de Juifs ont été massacrés dans le Danube. Par balles, on les a fusillés. Et aujourd'hui, si vous allez à Budapest, le long du quai, il y a encore des milliers de chaussures, qui représentent les Juifs qui ont été assassinés. Herzl était vraiment un côté prophétique. En mars 1897, quand des listes antisémites remportent des élections à la mairie de Vienne, il écrit en réalité, je suis moi-même réellement angoissé à l'idée que les Juifs de Vienne adoptent mon programme avec retard. Ils n'auront peut-être plus la liberté de mouvement politique, peut-être pas la liberté de mouvement du tout court, aussi bien des personnes que des biens pour rêver à Sion. Il écrit ça en 1897, et évidemment, après l'Anschluss et l'occupation nazie, la moitié des Juifs morts à Auschwitz viennent de Hongrie, c'est incroyable. Évidemment, le judaïsme, à 85%, les Juifs allemands et autrichiens ont été déportés. Bon, c'est dommage de terminer sur cette note un petit peu triste, Shlomo, mais enfin… J'ai encore deux trucs à dire, s'il te plaît. Vas-y, bien sûr. En 1904, il y a la mort de Herzl. Des milliers de gens, c'est ce que décrit Stefan Zweig,
assiste à l'enterrement de Herzl, qui viennent de tous les pays du monde. Ses cendres sont transférées en 1949 au mont Herzl, mais regardez, le cercueil est enveloppé d'une parochette, une espèce de tapis. Qui a fait ce tapis-là? En 1936, il y avait un plan d'enterrer Herzl en Israël, mais en 1936, il y avait la grande révolte arabe, dans le Balagan, on n'a pas pu. Donc, il a été enterré qu'en 1949. Mais celui qui a fait, c'est Arthur Weiss, celui qui a fait cette œuvre, cette parochette, ce tapis qui enveloppe le tombeau de Herzl, c'est Arthur Weiss, le père de George Weiss, déporté. Lui, il était autrichien, graphiste, c'est lui qui a fait ça, un artiste. Il s'est enfui en France à cause de l'Anschluss. Il a été déporté à Pithiviers par le convoi numéro 6, et c'est son fils qui. Alors là, il est enterré à Herzl. Toute sa famille est enterrée à côté de. Ils ont emmené tous les cendres de sa famille, même son petit-fils Stéphane, au mont Herzl. Tout le monde est enterré au mont Herzl. Et je terminerai maintenant encore 2 minutes, s'il te plaît. Il y a beaucoup de rues Herzl. Il y a beaucoup de choses autour de Herzl, un billet de banque. Mais comment on va définir Herzl? Et Herzl est défini partout comme José Amedina, le visionnaire. Et effectivement, c'était un visionnaire. C'était un visionnaire. Il est défini comme José Amedina. Et ma dernière phrase, je consacre cette conférence en souvenir de mon ami qui était avec moi à l'armée en Israël, Michael Bar-Tzvi, qui nous a quittés. Michael Bar-Tzvi était très actif. Et Michael Bar-Tzvi a parlé de ce que c'est qu'un dirigeant. Il dit un vrai dirigeant, c'est quelqu'un qui unit les 4 mousquetaires. C'est qui les 4 mousquetaires? Logos, la parole, pathos, l'émotion, les sentiments, ethos, la réalité, être dans le coup, et mythos, la mémoire collective d'un peuple, les mythes d'un peuple, la mémoire collective. Et Michael Bar-Tzvi, je me rappelle, il a dit Herzl a réussi à unir ces 4 mousquetaires. C'est lui, son point particulier, sa vision incroyable, c'est de réunir la parole, les sentiments, la réalité et la mémoire collective. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Je m'excuse d'avoir dépassé de quelques minutes mon temps. Non. C'est parfait, Shlomo. C'était passionnant. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les réactions que tu verras tout à l'heure sur le chat. On a vraiment une soirée franco-israélienne ce soir, puisque je reconnais beaucoup de personnes et de Paris, de Nice, de Marseille, mais surtout aussi de Jérusalem, des gens qui nous accompagnent et qui sont fidèles. Je crois que c'est un témoignage très positif et très sympathique. Alors, il y a énormément de questions. On ne va pas tous les lire, mais enfin, une question qui s'impose malgré tout, puisqu'on est dans un public francophone. Quel était le lien de Herzl avec le baron de Rothschild / le baron Hirsch? Et dans la même, j'allais dire dans la même question, ses relations avec les dirigeants de la communauté juive de Paris ou de France, puisqu'il a quand même séjourné quelque temps à Paris, et c'est là qu'il a pris sa conscience sioniste, j'allais dire. Donc, alors, si tu peux nous… Hirsch et Rothschild, je vais répondre. Hirsch et Rothschild ont bêtement reçu Herzl, mais ils le prenaient pour un cinglé. Ils le prenaient pour quelqu'un outsider, complètement très bizarre. Il dit oui, bon, on t'aime bien, mais bon, nous on fait ce qu'on a à faire. Ils n'ont pas tellement eu des liens avec Herzl. Zadok Khan, le grand rabbin de France, n'est pas venu au congrès sioniste, mais il a envoyé une bracha, il a envoyé une bénédiction, mais la majorité des dirigeants des communautés juives ont vu Herzl comme un danger public. Même quand il a fait son congrès à Bâle, pourquoi il l'a fait à Bâle? Parce qu'aucune communauté voulait que ça soit chez eux. Au début, il a voulu Munich. Alors, non, chez nous, pas chez nous. Il a essayé d'autres villes. Non, pas chez nous, pas chez nous. Alors, il a finalement fini à Bâle. Un des rabbins de Bâle a dit bien chez moi, je t'aime bien, les idées sont bien, mais il n'était pas tellement aimé dans les milieux juifs. Ils le respectaient, ils l'ont reçu, parce qu'il est reçu un peu partout, il est très connu. Mais bonjour, comment ça va? D'accord, on a entendu.
mais ils l'ont pas aidé et soutenu réellement. Bien que Rothschild a aidé le Yishuv en Eretz Israël, il a fait des choses en Israël, mais Herzl était pris comme un illuminé un peu bizarre. Alors, une question, si tu veux, Oui. avec le mythe qui dure depuis très longtemps de savoir est-ce que mes leçons d'allemand de 4e et de 3e sont terminées. Der Judenstaat, c'est l'État juif ou l'État des Juifs? Alors, je ne sais toujours pas dire, je ne sais pas. Il y a un grand débat. En fait, le débat sur, on ne sait pas comment traduire jusqu'aujourd'hui, il y a des débats incroyables, je n'ai pas de solution. Par contre, quand il décrit l'État dans Judenstaat, il parle, bon, on va séparer la religion de l'État. Alors des gens lui disent, mais si c'est un État juif, c'est pas dit que c'est un État juif, c'est un État des Juifs, où il y a aussi des... Bon, alors il y aura un grand débat qui dure jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un État juif? Et lui, il avait dit, bon, les rabbins, on les recevra, mais ils seront dans leur synagogue. Lui, il pensait qu'il voit les choses d'une façon européenne, on va séparer la religion de l'État. En plus, ça c'est une chose, mais quand on lui dit quelle langue on va parler, alors il n'a pas pensé du tout à l'hébreu. Il dit, bon, peut-être qu'on parlera aussi l'hébreu, mais on parlera toutes les langues et qui sait commander un billet de train en hébreu? Il dit, et bon, Ben Yehuda va commencer à travailler fort pour moderniser l'hébreu, pour que peut-être que les sionistes, le Herzl, soient contents. Mais c'est très, très intéressant, c'est que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas comment le traduire. Dans sa tête, c'était pas clair. C'est-à-dire que la séparation de la synagogue et de l'État, quelle langue on veut parler, c'est peut-être un truc international. Ça, c'est vrai que c'est pas clair chez Herzl. Il y a des débats jusqu'aujourd'hui. Il était plus de sens-là, plus dans ce sens-là. Entre parenthèses, jusqu'aujourd'hui, à la Knesset, où on a le même débat. Est-ce que c'est Medina Yehudit, ve démocratique, ou bien est-ce que c'est Medinat Yehudim, Verak Yehudim? Bon, c'est des débats où chacun utilise des arguments dans un sens ou de l'autre. Je n'ai pas la réponse. Et Herzl n'avait pas de réponse très claire là-dessus. Il a posé le problème. Qu'est-ce qu'on va faire avec les rabbins? Qu'est-ce qu'on va faire là? Dans quelle langue on va parler? Alors, on peut lire au 2e degré qu'il a déclenché toutes les autoroutes de pensée jusqu'aujourd'hui. Alors, on dit que les grands dirigeants juifs l'ont rejeté. Finalement, où est-ce qu'il a fait le breaking point? C'est le sultan ottoman qui lui a donné une carte? C'est le pape? C'est qui finalement? Non, il est clair que ce que m'a dit Dr Simi Epstein, c'est que les autres l'ont regardé comme un bizarre. Bon, il y avait déjà des mouvements, les Chobevei Tzion, les amants de Sion existaient bien avant. Il y avait déjà des premières implantations agricoles en Israël. Alors, qu'est-ce qui vient? Mais quand on a vu le charisme de Herzl, que Herzl est reconnu par tout le monde, qu'il a réussi à réunir des Juifs qui créent une organisation où tout le monde peut s'asseoir, ça c'est un génie. Donc tout le monde a vu que le côté chaud, le côté international, le fait que Herzl était un grand journaliste et très connu et reçu par tout le monde savait, il est copain de Rodin, il est copain de lui, il est copain d'Alexandre Dumas, Georges Chamberlain l'a vu, le pape l'a vu, tout le monde le reçoit. Bon, c'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est la première fois où il y a quelqu'un qui danse sur la scène internationale. Et ça, c'est le breaking point. C'est-à-dire que, et Simi Epstein m'a dit qu'après le premier congrès sioniste, la presse internationale a fait de Herzl un héros. Il aurait eu le truc du Time Magazine. Okay, un gars bizarre qui est très connu, qui écrit bien et qui nous fait rentrer sur la scène internationale. Ça, c'est le charme et la vision de Herzl. C'est ça le breaking point. Ben voilà, on va essayer de respecter les délais. Shlomo, tu liras évidemment tous les compliments et toutes les remarques qui sont faits par la plupart, presque tous nos participants qui ont voulu intervenir.
des remarques de Jacques Picard concernant la traduction, qui aurait été peut-être l'État juif se serait écrit autrement en allemand peut-être. C'est une discussion qui reste ouverte, qui est intéressante parce qu'elle est actuelle. En tout cas, je rappelle qu'on a fait cette intervention passionnante de Shlomo dans le cadre du 38e congrès sioniste mondial qui se tient pas à Jérusalem pour la première fois depuis l'indépendance de l'État, c'est depuis 1948, mais cette fois-ci en Zoom, c'est-à-dire en virtuel. À partir de mardi, il y aura une partie des débats qui seront d'ailleurs ouverts au public. Et en tout cas, c'est très intéressant de savoir que plus d'un siècle, évidemment, largement plus d'un siècle après la mort d'Herzl, notre sionisme est bien vivant et bien passionnant, et que l'avenir du peuple juif se joue encore dans un certain nombre de sujets fondamentaux, sur la mémoire, sur l'antisémitisme, sur l'éducation, sur l'ALIA, sur plein d'autres sujets encore qui sont une partie des sujets forts que Herzl a eu le temps à peine de soulever, qui sont développés tout au long du XXe et au début du XXIe siècle. Voilà, merci à vous tous. Yasmine va peut-être nous rappeler la prochaine conférence que nous avons dimanche à 11h heure française et midi heure israélienne. Dimanche sur Tibériade avec Yoel Haddad et Dvorah Galili. On va découvrir ensemble la ville de Tibériade. Donc je vous invite Voilà, tous dimanche à 11h heure française. On continue dans le sionisme pur et dur pour les gens qui veulent connaître la ville, qui veulent s'intégrer dans cette ville, qui veulent enrichir leurs connaissances avec des responsables de la ville de Tibériade. Et tout au long, évidemment, de cet automne, à raison probablement de 2 conférences par semaine, nous serons présents et vous pourrez nous suivre sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Merci à tous. Shabbat Shalom et surtout un grand Bye, merci Shabbat à tous. Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom et santé, santé, santé.